Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation? Chers amis auditeurs, bonsoir. Nous sommes le mardi 25 janvier 2022 et il est présentement 19h37 minutes. Comme vous le savez, tous les mardis, nous faisons nos émissions en deux langues. La première partie se déroule en langue française et la seconde partie se déroule en Kinyarwanda. Et aujourd'hui, nous allons aborder en français, évidemment pour la partie en langue française, nous allons aborder plus ou moins 3 ou 4 thèmes que nous allons essayer de survoler, mais essayer de nous allons essayer de parler de 4 thèmes dont je viens de parler en Kinyarwanda, mais pour ceux qui ne parlent pas le Kinyarwanda, évidemment, n'ont pas compris de quoi nous allons parler. Nous allons essayer de parler de la visite du fils du président Museveni au Rwanda et pour voir les tenants et les aboutissants de cette visite. Est-ce qu'on peut parler d'une visite pour que ce monsieur Muhoozi a rendu au Rwanda, ou alors c'est une visite qu'il a rendue au président Paul Kagame? Ça, nous allons essayer d'analyser pour voir évidemment les conséquences, si ça va changer, quelque chose au niveau des relations entre le Rwanda et l'Ouganda. Nous allons ensuite parler de la lutte acharnée, mais la lutte inégale. Je peux dire ça déjà, je veux dire d'emblée, que la lutte vraiment que mène le docteur Mukwege contre l'injustice qui s'est commise dans la région des Grands Lacs et surtout en République démocratique du Congo. Nous allons essayer de voir vraiment où en est cette lutte. Parce que c'est une lutte, je l'ai dit, c'est une lutte inégale, parce que c'est une lutte pour la justice, mais pour le moment, on se rend compte qu'il a beaucoup d'obstacles pour arriver à atteindre son objectif qui est de mettre en place une justice pour les victimes qui ont surtout subi les différentes violations des droits de l'homme, dont les viols collectifs, ou alors le viol utilisé comme arme de guerre. Ça, nous allons en parler tout à l'heure. Nous essayons d'en parler aussi de l'état de la démocratie en Afrique, parce que nous sommes en train d'assister c'est pas plus tard que hier d'ailleurs, nous avons assisté encore à un coup d'État, on peut appeler ça un coup d'État, au Burkina Faso, alors que nous avions commencé à avoir quelques espoirs au Burkina Faso. Nous pensions que la population avait pu vraiment s'organiser et tout ce qui se passait là-bas, ça nous avait donné vraiment un certain espoir que l'Afrique allait commencer à se réveiller et essayer à vraiment à arrêter les dictatures militaires surtout, mais on s'est rendu compte que pas plus tard que hier au Burkina Faso, je pense qu'ils ont fait un pas en arrière. On va essayer d'y voir un peu plus clair et nous allons essayer alors de voir en général la géopolitique mondiale et surtout les conséquences de cette géopolitique mondiale, la façon dont ceux qui gouvernent le monde en réalité sont en train de mener son monde et essayer de voir où est-ce qu'il nous amène. Et surtout, nous allons voir, essayer d'analyser les conséquences de cette géopolitique mondiale sur la région des Grands Lacs et en particulier sur le Rwanda, évidemment, parce que nous sommes Rwandais. Donc, vous êtes avec moi, votre serviteur Célestin Sebaïle.
Donc, pour parler de ces sujets, je ne suis pas seul, évidemment, comme d'habitude, comme tous les mardis, quand il nous est possible. Nous sommes avec Monsieur l'ambassadeur Jean-Marie Vianney de Gijimana. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir et bonne année. Je pense que c'est la première fois qu'on se voit cette année, en 2022. On s'est vu pour la dernière fois l'année passée. Donc, meilleurs vœux et bonne année, monsieur l'ambassadeur. Tes meilleurs vœux, cher Célestin. Effectivement, depuis le début de l'année, je n'ai travaillé qu'avec Aloïse Sepunga. Vous, oui. Je suppose que vous étiez en vacances ou alors que vous étiez occupé à autre chose. Non, je n'étais pas en vacances. Je vous présente mes meilleurs vœux de bonheur, de bonne santé surtout, pour cette année, parce que l'année dernière n'a pas été facile. Exactement. Je ne vous le fais pas dire. Donc, comme je viens de le dire, je ne vais pas répéter les sujets que nous allons aborder tout à l'heure, tout de suite. J'aimerais justement, parce qu'on aimerait vraiment qu'on essaie de respecter le temps imparti à cette émission, à cette partie du moins en langue française, pour que nous abordons directement déjà le premier thème, à savoir cette visite du fils du président Museveni au Rwanda, qu'il a effectuée la semaine passée au Rwanda. Essayer de voir quels sont les tenants et les aboutissants de cette visite. Est-ce qu'on peut parler d'une visite qu'il a rendu visite au Rwanda en tant que pays ou qu'il a rendu visite tout simplement au président Paul Kagame, qu'il était porteur d'un message particulier de Museveni à Kagame? Est-ce qu'on peut penser que les relations qui sont, on ne peut plus vraiment au plus mal pour le moment, est-ce qu'on peut penser que les relations entre les deux pays vont s'améliorer? Comment vous avez interprété cette visite, monsieur l'ambassadeur? Bien, d'abord, je précise qu'il ne s'agit pas à proprement parler du fils de Museveni qui est allé au Rwanda. C'est un général ougandais. Je crois même qu'il est le patron de l'armée de terre ou quelque chose comme ça. Oui, il est en même temps, il est conseiller de son père, évidemment, voilà, et il est en même temps chef d'état-major de l'armée de terre, oui. Tout à fait, et il est successeur désigné, en fait, hein, ou en tout cas putatif, hein, pour remplacer son père qui est déjà un tout petit peu âgé. On peut le dire, c'est le moins qu'on puisse dire. Maintenant qu'on le désigne, y compris d'ailleurs à Kigali, hein, on le présentait comme le fils du président Museveni, ça m'a vraiment fort étonné. C'est un général ougandais qui est allé au Rwanda. Il n'est pas allé rencontrer Tchomoro, le fils de Kagame. Il a rencontré le chef de l'État rwandais, qu'il appelle d'ailleurs son oncle, dans des tweets qu'il a sortis quelque temps avant la visite. Avant même que cette visite ne soit annoncée, il disait, oui, Kagame, c'est mon oncle, il ne faut pas y toucher. Je suis très attaché à lui. Bon, est-ce que c'était sincère? Je suppose que ce n'est pas un enfant qui va jouer à ce genre il ne va pas s'amuser à sortir des tweets légers. Il peut être son oncle, mais lorsqu'on parle d'affaires d'État, ce n'est pas les deux dynasties qui vont décider. C'est dans l'intérêt des deux peuples qu'on doit surtout prendre ces décisions-là. Toujours est-il que le conflit entre l'Ouganda et l'Ouganda n'a pas cessé. De toute façon, la frontière n'est toujours pas ouverte. La frontière entre le Rwanda et l'Ouganda a été fermée à l'initiative de Paul Kagame il y a 3 ans ou 2 ans et elle n'est toujours pas ouverte. Entre-temps, l'armée ougandaise est toujours en RDC puisque c'est une des préoccupations du pouvoir de Kigali. Kagame ne souhaite pas vraiment que sur le sol congolais se trouvent ou soient envoyés des contingents ougandais qui peuvent éventuellement lui faire barrage parce que son projet de conquérir et de s'installer à l'est de la République démocratique du Congo n'a pas cessé, que ce soit dans le sud du Kivu, à Uvira, à Minembwe et dans toute cette région-là, et que ce soit dans le nord. Et le fait que l'Ouganda soit venu en RDC pour combattre les ADF, qui sont par ailleurs soutenus par Kagame, qui sont financés par Kagame, et dont les chefs sont logés par Kagame dans la capitale rwandaise, cela a contrarié fort notre cher dictateur. Et c'est effectivement, d'ailleurs, vous avez vu la réaction de Paul Kagame après le départ du général Muhoozi,
Kagame n'était pas très chaud. Il faut regarder son visage. Justement, même si on essaie, justement, je voulais, juste pour aider ceux qui ont suivi cette visite et qui ne parlent pas notre langue nationale, le Kinyarwanda, lorsqu'on observe les deux réactions des deux protagonistes, je peux dire ça, de M. Mohozi et du général Mohozi, parce que Norian ne veut pas ses grades, et du général d'ailleurs pour Kagame, vraiment leur réaction était pour le moins différente. L'office du président Museveni était le plus enthousiaste. Il était, évidemment, comme vous l'avez dit d'ailleurs, lui, il était censé avoir rendu visite à son oncle, comme il dit, mais il était vraiment, il disait que c'était un bon pas vers presque la normalisation des relations, tandis que le président rwandais était on ne peut plus réservé. Il a dit, j'essaie de traduire en français ce qu'il a dit, en ce qui concerne les relations entre le Rwanda et l'Ouganda, je ne peux pas dire que ça va changer quelque chose. Voilà. C'est une phrase alambiquée, mais qui dit clairement, si nous traduisons, il n'y a rien qui va changer. Là, oui, c'est un bon pas, mais je ne place pas beaucoup d'espoir dans cette visite. Donc, on voit bien que leur réaction était très différente. Est-ce que, surtout que, surtout, nous qui sommes journalistes, nous avons d'autres informations, évidemment, que nous devons recueillir, que nous recueillons, parce que n'oublions pas que le général Mohozi est rentré avec des militaires qui avaient été capturés. Les autorités ougandaises disaient que ces militaires ont été capturés sur le sol ougandais, qui ont été emmenés au Rwanda. Et le Rwandais disait que c'était des militaires qui ont été capturés sur le sol rwandais. Mais d'ailleurs, les gens disent que, ceux qui suivent de près, disent qu'en réalité, le général Mohozi était vraiment venu récupérer ses hommes, c'est tout. Il a montré un seul militaire qui est parti avec lui, mais les autres sont partis par la voie terrestre. Ça, c'est nos informations que nous avons de notre côté. En fait, c'était il y en a même qui vont jusqu'à dire que si jamais Kagame avait continué à garder ses militaires chez lui, s'il ne les avait pas rendus, que Museveni lui avait vraiment dit comme un ultimatum, disant « Rends-moi mes hommes, sinon, point de suspension ». On ne sait pas ce qui allait se passer. Donc, ceux qui disent que les relations n'ont pas tellement changé, je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que si vous comparez les réactions des deux hommes, je ne sais pas comment vous avez trouvé cette situation, monsieur l'ambassadeur. Face à Museveni et à Kagame, j'ai tendance à être très prudent parce qu'ils nous ont habitués à ce genre de jeu. Ils montrent les muscles l'un à l'autre. Et puis ensuite, c'est le retour à la normale, tant mieux, parce que les populations des deux pays en ont besoin. Elles ont besoin de la paix. Mais j'ai pensé à d'autres alternatives parce que lorsqu'on fait des analyses, par exemple, si j'étais Congolais, ou je veux dire, si je faisais partie du gouvernement congolais, je me méfierais. Je me méfierais parce que l'enthousiasme de l'armée ougandaise au Congo peut avoir des limites et les ambitions aussi. Je ne dis pas que c'est cela qui transparaît à travers cette visite, mais qu'est-ce qui nous dit que Kagame et Museveni ne sont pas en train d'échafauder d'autres plans? Vous savez, le Congo est aux portes maintenant de l'East African Community, c'est-à-dire de la communauté est-africaine, communauté économique d'Afrique de l'Est. Il y a une conférence qui avait lieu à Nairobi pendant la semaine dernière. Je ne sais pas, je n'ai pas bien suivi la fin parce que je n'étais pas très disponible, mais il était question qu'à la fin de cette réunion ministérielle, que l'entrée de la RDC en EAC, enfin East African Community, CEA, que cela soit décidé au cours de cette conférence ministérielle, que ce soit la dernière étape en fait. Personnellement, je souhaite que cela soit le cas parce que oui, je peux vous dire que moi, j'ai suivi jusqu'au bout. Oui, la RDC a été reconnue membre de la East African Community. Oui, oui. Ça, exactement. Moi, j'ai suivi le dernier discours de
du ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, à Nairobi, qui était vraiment un discours enthousiaste. À Kinshasa, certains n'y croyaient même pas parce qu'ils pensaient que Tshisekedi n'était pas intéressé à cette approche régionale, au contraire. Mais vous verrez, un homme comme Kagame, qui voulait déjà braver cette communauté, qui n'est pas très chaud, hein, parce que vous avez vu, lorsqu'il était président en exercice, il n'a jamais organisé de conférence au sommet de cette communauté. Et maintenant, s'il voit Tshisekedi, enfin la RDC, entrer dans cette communauté régionale de l'Est, avec des alliances possibles entre justement la RDC et l'Ouganda, c'est déjà fait. La RDC et le Kenya, qui courtisent beaucoup Tshisekedi, très probablement avec la Tanzanie et le Burundi, eh bien, j'ai peur que Kagame risque de se sentir tout seul au sein de cette communauté et que ça peut le pousser à une réaction, comme il nous a habitués, une réaction de fuite en avant. Il va essayer de contrer cette initiative congolaise parce que le Congo va devenir le leader incontesté économiquement. Si à Kinshasa, ils sont bien organisés, la RDC risque de devenir le leader économique d'Afrique de l'Est. C'est une évidence. Et donc, ça va affaiblir Kagame, qui choisira alors de compter sur son arme favorite, c'est la puissance militaire. Et cette puissance militaire, pour dire vrai, elle risque de percer de nouveau dans l'est de la RDC. Moi, je crois qu'il y a quelque chose qui risque de se passer. Ce n'est pas par pessimisme, je ne suis pas un pessimiste habituellement, au contraire. Mais je crois que Kagame va nous étonner en faisant un saut en avant dans le vide congolais malheureusement, et que les populations congolaises risquent de payer le prix très très fort qu'ils ont toujours payé jusque-là depuis 20 ans. Et donc, j'appelle les pays de la région à plus de vigilance. Il ne suffit pas de communauté diplomatique, il ne suffit pas de signer des contrats ou des conventions d'adhésion d'un nouveau pays. Il faut voir qu'un de ces pays n'est pas très intéressé à cette communauté régionale. Justement, lorsqu'on observe, par exemple, comment l'Ouganda est investi, même dans le développement, je sais bien qu'il est investi, nous savons bien qu'il est investi militairement, soi-disant pour aller lutter contre les rebelles qui menacent sa sécurité en Ouganda, mais on voit bien aussi qu'il est investi économiquement, avec des infrastructures qu'il est en train de réaliser dans le Nord Kivu, même à Beni, vers même plus haut. Et il est en train de tracer les routes là-bas. C'est comme si il cherchait à faire un genre d'étau qu'il est en train de faire autour du Rwanda. Parce que si jamais, comme vous l'avez dit, il arrive à faire joindre l'Est du Congo au Burundi sans passer par le Rwanda, avec la Tanzanie, justement, et l'Ouganda qui n'a pas de relation avec eux, les relations vraiment sont envenimées pour le moment. Et je pense que le Rwanda risque, comme vous l'avez dit, justement, d'être encerclé ou même presque pris en étau carrément, et comme si au moment où on le veut, on peut l'étouffer carrément. Mais vous avez tout à l'heure parlé malheureusement qu'il y aurait des victimes, ou alors il y aurait que le peuple congolais allait en souffrir, justement, si jamais, ça s'est déjà vu dans l'histoire, où l'Ouganda et le Rwanda sont battus à Kisangani. Il y a eu des suites à ces combats, mais ceux qui ont le plus souffert, c'est la population congolaise qui a perdu des milliers de morts. Alors, en parlant justement de ces luttes, de ces guerres qui n'ont cessé vraiment sur le sol congolais, les guerres importées des pays limitrophes, dont notamment justement le Rwanda et l'Ouganda, et d'ailleurs dans le temps, le Burundi aussi, et d'autres pays qui sont autour du Congo, il y a un médecin, un docteur Mukwege, qui est en train de lutter, de mener une lutte acharnée, une lutte inégale que j'ai dit tout à l'heure, je vais expliquer pourquoi, qui est en train d'essayer de faire en sorte que la justice soit dite dans cette région pour que vraiment les victimes de toutes ces guerres
toutes les victimes qui se comptent maintenant par millions maintenant. Surtout, lui, qui est gynécologue, il parle surtout, le problème qu'il a suivi de près, c'est le problème des viols utilisés comme arme de guerre. Nous le voyons sur tous les fronts, pour le moment, malgré qu'il a quand même un certain âge, monsieur, il n'est pas vieux, mais nous savons aussi que récemment, il a eu des problèmes de santé, mais pour le moment, il continue sa lutte. Peut-être que le mois passé, on le voyait à l'Assemblée nationale en France, il essaie encore d'interpeller ses représentants, hein, ce sont vraiment les députés, c'est comme s'il s'adressait directement à la France, au peuple français, parce que ce sont ses représentants. Il disait vraiment, aidez-nous à ce que le mapping report, le rapport au mapping ne reste pas enterré quelque part dans les tiroirs onusiens. Donc, je voudrais vraiment voir votre regard sur cette lutte de monsieur Denis Mukwege, du docteur Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix d'ailleurs. Vraiment, comment vous trouvez cette lutte qui, je vais expliquer pourquoi il est inégal, mais il ne lâche pas. Comment vous trouvez cette lutte, monsieur l'ambassadeur? Vous savez, le docteur Mukwege, d'abord, il connaît le terrain. Il a vu, il a suivi les effets ou les méfaits plutôt de cette guerre qui a été imposée à son peuple depuis 1994 en réalité, depuis l'arrivée des réfugiés rwandais. Bukavu, Panzi, Kadutu et les autres cités de cette région n'ont jamais été tranquilles. Depuis l'arrivée des réfugiés rwandais déjà, parce qu'on voyait poindre de l'autre côté, en face, de Kigali, des menaces. Kagame, qui le 1er octobre 1994 avait dit « Nous allons venir chercher Sebashenzi là où ils sont au Congo ». Déjà, le 1er octobre 1994, lorsqu'il célébrait Insinzi, c'est-à-dire la victoire. Et là, tout le monde a compris ce message. Et puis, 3 ans après, ou 2 ans après, 1996, c'était l'envoi de troupes rwandaises au Congo, qui ont commencé par l'assassinat de Monseigneur Monzihirwa. Monseigneur Monzihirwa, c'est vraiment le héros et par excellence qui a protégé les réfugiés rwandais jusqu'au bout et qui a été assassiné justement pour cette raison. Je veux dire la population rwandaise, mais aussi et surtout les populations de Bukavu et du Kivu en général, et de RDC. À l'époque, c'était le Zaïre. Ça ne s'est pas arrêté là. L'armée rwandaise a poursuivi les réfugiés jusqu'à Kinshasa, jusqu'à Alisala, jusqu'à Badolite, jusque partout au Congo. Des milliers de gens sont morts. Des millions de Congolais ont été assassinés ou alors forcés à vivre dans des conditions inhumaines. Toujours est-il qu'il y a eu plusieurs millions de morts dans la population congolaise. Et donc, pour moi, le docteur Denis Mukwege, il a l'avantage déjà de connaître l'histoire tragique de son pays, contrairement à certaines autorités congolaises qui viennent de débarquer dans leur pays, qui vivaient à l'étranger ou alors qui n'ont pas suivi du tout cette partie de l'histoire de leur pays. Et en plus, c'est un homme qui a un humanisme qui n'est plus à démontrer. Il l'a fait sur le terrain, il a travaillé pour aider les femmes violées, pour soigner les malades de Panzi et de Bukavu en général, mais surtout, il a porté le message de la paix. Le message de la paix et le message de justice contre l'impunité. En fait, la guerre que mène le docteur Mukwege, c'est une guerre contre l'impunité et pour la justice en faveur des populations de son pays. Lui qui n'est pas le porte-parole de la RDC, en réalité, il ne fait que ça. Ce que je peux dire aujourd'hui, en 2022, c'est le silence étonnant des autorités congolaises face justement au combat que mène le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix. Déjà que la RDC est un prix Nobel de la paix, ça devrait être un grand honneur pour ce pays. Cela déjà devrait suffire pour le président Tshisekedi, pour ses ministres, pour les députés, pour les sénateurs et pour toutes les autorités congolaises pour soutenir cet homme-là. Mais en plus, il se bat pour la justice, il se bat pour protéger
le peuple congolais, pour défendre les intérêts des victimes. Et là aussi, il y a un silence bizarre, étrange, à partir de Kinshasa. Il est vrai que le docteur Mukwege a déjà été reçu au Parlement congolais, qu'il a été reçu par les plus hautes autorités du pays, mais cela ne suffit pas. C'est tellement épisodique que ça a l'air de les gêner à Kinshasa. C'est comme si le combat que mène le docteur Mukwege pour défendre les intérêts des Congolais et surtout des victimes de la guerre qui leur a été imposée par le Rwanda, l'Ouganda et des bandes armées militaires rebelles, c'est comme si cela devait rester en fait dans les tiroirs, comme les Nations Unies d'ailleurs l'ont voulu, en mettant dans les tiroirs de New York le rapport mapping qui a documenté tous ces crimes-là. Et tout ce que demande le docteur Mukwege, c'est que ce rapport soit sorti des tiroirs, qu'un tribunal international pour le Congo, comme cela a été recommandé par le rapport mapping, soit mis en place et que les criminels, les auteurs de crimes documentés dans ce document, dans ce rapport des Nations Unies, je précise, soient poursuivis et éventuellement punis pour les crimes qu'ils ont commis dans ce pays, au Zaïre, RDC. Et donc, moi, tout ce que je peux faire, c'est de lancer un appel aux Congolais, aux autorités congolaises. Si le docteur Mukwege va à Bruxelles, qu'il est ovationné par le Parlement européen, par les autorités belges, même si elles n'accompagnent pas leurs applaudissements d'actions concrètes, si le docteur est reçu à Paris par le Parlement français, qu'il est encouragé et soutenu par des députés français, il n'est que normal que les Congolais fassent de même. Donc, que fait le Parlement congolais? Que font les autorités congolaises, le président Tshisekedi? Personnellement, je n'ai jamais entendu le ministre des Affaires étrangères actuel, par exemple, mon ami Christophe Lutundula, je ne l'ai jamais entendu parler du rapport mapping publiquement. Ce qui est quand même étrange. Il faut que les Congolais fassent pression sur leur gouvernement, sur leurs autorités pour que ces dernières accordent ou soutiennent ouvertement le docteur Mukwege. Le soutenir. Justement, même pour essayer d'abonder dans votre sens, mais en vous posant la question à la fin. Parce que j'ai suivi vraiment avec attention son intervention et l'intervention des députés à l'Assemblée nationale française. Il a comparé, il disait, c'est pas normal que même les autorités congolaises ne demandent pas officiellement qu'il y ait eu un tribunal spécial pour le Congo, comme il y en a eu un sur le Rwanda, même si celui-là, on peut en parler dans une autre émission pour voir vraiment si cela aboutit au résultat qu'on attendait. Mais il était étonné que les autorités congolaises ne demandent pas officiellement qu'on déterre, qu'on sorte le rapport de Mapping Report, le rapport qui a été commandité par les Nations Unies, qui a été réalisé par des experts qui ont bien identifié les faits et qui ont même dit que si jamais ces faits étaient devant le tribunal habilité, ils seraient qualifiés ils pourraient être qualifiés de génocide. Il a dit même, quand il a été invité aux Nations Unies dans le Conseil de sécurité, pour voir, ils avaient des résolutions qu'ils devaient mettre en place, mais il a été étonné de constater qu'il y a certaines puissances au monde mettaient leur veto chaque fois qu'on allait essayer de faire passer des recommandations, des résolutions qui allaient vraiment aider les Congolais à ce qu'il y ait ce tribunal ou du moins à qu'il y ait cette justice. Alors lui se demandait pourquoi, au départ, il a dit, j'aurais compris que peut-être au régime du président Kabila, qu'on tergiverse, qu'on hésite à soutenir ça, parce que les hauts dignitaires, la plupart des militaires qui sont accusés de ces exactions, étaient au pouvoir à ce moment-là, c'était eux qui commandaient, c'était eux. Mais ici, il dit, je suis étonné de voir que même les nouvelles autorités, en la personne de M. Tshisekedi, qu'on n'ait pas fait un pas
plus significatif que lors de son prédécesseur. Il y a ces deux aspects. L'aspect que le président actuel, qui, normalement, n'a rien à se reprocher, parce qu'à ce moment-là, il était ici en Belgique, tout ce qui s'est passé, il était tranquille ici en Belgique, et il n'a rien à se reprocher personnellement. Mais cette pression qui fait qu'il n'arrive pas à demander officiellement que la justice soit faite, est-ce que vous pensez, lui, M. Mukwege avait dit qu'il était étonné, qu'il était déçu, c'est même, je pense que c'est le mot qu'il a utilisé, de voir vraiment que la communauté nationale ne s'active pas pour qu'il y ait justice dans ce pays. Est-ce que vous aussi, vous pensez que la communauté internationale ne va pas comme il faudrait pour que vraiment la justice soit faite, alors qu'il a bien décrit les horreurs que les Congolais ont connues, les Congolaises aussi, la lourde tribut que les Congolais ont payée, et même les victimes qui se comptent maintenant désormais en millions. Est-ce que vous pensez que vraiment la communauté nationale va arriver un jour à bouger pour que justice soit faite, monsieur l'ambassadeur? Je pense que nous devons être réalistes. En même temps, je demande que les autorités congolaises se mouillent la chemise ou la veste pour soutenir le docteur Mukwege. Mais je ne me fais pas d'illusions parce que dans l'administration congolaise, dans l'armée, dans les cercles politiques, vous savez, qui était aux affaires pendant la guerre de 96-97 et après, qui d'ailleurs accompagnait ou était accompagné par l'armée rwandaise et ougandaise pendant les massacres des Congolais et des Rwandais au Zaïre à l'époque. Eh bien, c'est l'AFDL. Moi, je ne suis pas contre l'AFDL, hein, mais la réalité nous impose d'ouvrir les yeux, de se dire, tiens, de nous dire que dans les cercles politiques, gouvernementaux, militaires, au plus haut sommet, il y a encore des personnalités qui ont trempé dans ces massacres, surtout dans l'armée d'ailleurs. Surtout dans l'armée, sachez que parmi les militaires qui sont stationnés ou qui dirigent même certaines régions de l'Est de la RDC, on trouve principalement justement des généraux ou des colonels ou autres qui ont participé à la guerre entre parenthèses, de libération des AFDL. Donc, c'est toujours compliqué et je pense que le docteur Mukwege le sait. Je suppose et je souhaite vraiment que la population congolaise, je commence à le sentir, hein, on sent que la population est fatiguée de cette attente. Et au regard de ce qui se passe au Mali, au Burkina et ailleurs en Afrique, le peuple risque d'imposer au président Tshisekedi, de lui imposer le rythme à suivre. Je crois qu'il y aura des manifestations. Cette année sera décisive dans le soutien au docteur Mukwege. Au niveau de la diaspora congolaise, j'essaie de suivre, il y a des mouvements qui bouillonnent, qui veulent vraiment montrer leur soutien au docteur Mukwege. Et aujourd'hui, on le sait, cette diaspora est très forte et très bien implantée aussi à Kinshasa et dans les provinces. Donc, il est possible qu'au gré aussi de ce que fait le docteur Mukwege, il est possible que la population congolaise, dans certaines villes, pousse un cri de colère et force le président Tshisekedi à se rappeler qu'il y a eu plusieurs millions de morts congolais. Je sais qu'il le sait, le président, et je crois qu'il n'est pas de mauvaise foi. Moi, je lui fais confiance, puisque c'est quand même le chef d'État d'un pays qu'il aime, hein, je suppose. Il aimerait bien faire quelque chose, mais au moins qu'il l'exprime, qu'il dise qu'il se trouve en face de difficultés qui l'empêchent d'aller plus loin, mais qu'il soutienne au moins les recommandations du rapport Mapping, qu'il ne se satisfasse pas d'aller rencontrer Kagame, de lui tapoter les épaules ou de donner des coups de tape dans le dos, hein, pour montrer que ce sont de bons camarades. Kagame est celui-là, c'est le prédateur absolu et c'est celui qui a fait que le peuple congolais a subi tout ce qu'il a subi jusqu'à aujourd'hui.
Et je pense vraiment que le monde doit en tenir compte. Non pas que Kagame soit un pestiféré à abattre aujourd'hui, mais il est responsable malheureusement de centaines de milliers de morts chez les Rwandais et de millions de morts en RDC. Je pense que c'est dans ce sens-là que je vois la solution peut-être, une pression populaire comme cela est le cas maintenant au Mali, au Burkina Faso. Je ne suis pas pour les coups d'État, mais lorsqu'il le faut, lorsqu'il y a l'insécurité dans le pays, malheureusement, c'est souvent les bots qui parlent. Justement, vous parliez des pressions de la population qui peuvent vraiment souvent arriver, aboutir vraiment à un renversement d'un dictateur. Nous avions connu ça au Burkina, vous en avez d'ailleurs touché un mot tout à l'heure. Le Burkina Faso, vraiment nous servait d'exemple il y a quelques mois, un an et plus. Nous avions espéré vraiment, ça avait fait naître un certain espoir parce qu'on disait que la population pouvait quand même vraiment crier et puis condamner, et puis même lutter carrément contre un dictateur. Et nous avons vu vraiment comment au Burkina Faso, ils avaient pu quand même faire partir Blaise Compaoré. Et si vous avez commencé à le juger d'ailleurs, mais hier, nous avons été surpris. D'ailleurs, ironie du sort, lorsque nous avons appris la nouvelle, j'étais avec un Burkinabé, justement, j'étais en train de parler avec lui. Il me dit, c'est pas possible. Chez nous, on vient de commettre encore un coup d'État. On était là, c'est pas possible. Donc, on était un peu déçus de voir que les militaires, quand même, veulent revenir encore. Alors que, d'ailleurs, quand on observe bien, ce sont les anciens camarades de Blaise Compaoré qui veulent qui n'ont pas digéré qu'il soit évincé du pouvoir comme ça aussi facilement par la population. Et ils veulent, je ne sais pas ce qu'ils veulent réellement, mais cet espoir vraiment est en train d'être, on va dire, anéanti ou alors réduit à néant ou alors déçu carrément. Et comment vous avez interprété vraiment ce soubresaut des militaires qui ne veulent pas carrément laisser la population vraiment prendre leur destin en main, monsieur l'ambassadeur? Eh bien, pour comparer, hein, vous avez bien fait de parler de camarades, mais même s'ils n'ont pas le même âge, c'est plutôt des jeunes protégés du président Compaoré, de l'ex-président Compaoré. Mais il faut se souvenir aussi que M. Compaoré était un grand camarade, un ami, un frère à Thomas Sankara. Donc, vous savez, camaraderie, amitié dans ces domaines-là, c'est très, très difficile à saisir parce que Compaoré et Sankara étaient vraiment des frères. Tout le monde disait ça. Ils vivaient dans la même chambre quand ils étaient étudiants ou quand ils étaient à l'école des commandos. Ils ont tout fait ensemble. Tous les coups, ils les faisaient ensemble. Et puis un jour, l'un a assassiné l'autre. Je ne crois pas que le jeune nouveau président du Burkina soit tenté de ramener Compaoré pour le mettre à la place du président renversé. Non, je ne crois pas. Il va garder le pouvoir, il va essayer de le garder en espérant qu'il a quand même l'esprit des hommes intègres, comme le nom du Burkina l'indique. Apparemment, c'est un jeune officier très formé, qui a été formé dans les meilleures écoles françaises, qui a une tête bien faite, qui a écrit un livre, semble-t-il, excellent sur les stratégies militaires pour combattre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Est-ce que cela suffit pour en faire un bon président? Je ne pense pas. Mais faisons-lui confiance. Moi, je pense que si le président sortant a accepté de démissionner, c'est qu'il se sentait lui-même en difficulté. Ce n'est pas comme en Guinée. Vous voyez, le président guinéen, il s'est fait tirer les oreilles avant de tirer sa révérence. Alors que le Burkinabé, lui, qui est un homme intègre, les Burkinabés sont déjà intègres. Il faut le savoir, c'est vraiment toute une civilisation qui est née à l'époque de Sankara et ça se poursuit jusqu'à aujourd'hui. C'est un cas d'espèce en Afrique, des gens qui aiment leur pays, mais aussi qui ont un comportement souvent correct. Et donc,
On peut regretter qu'il y ait eu un coup d'État, mais aussi à la lumière de ce qui se passe dans cette région, parce que le Burkina fait partie quand même de la région sahélienne. Hein. Dans le nord de ce pays, il y a des rebelles qui, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, ils ont massacré plus d'une vingtaine de gendarmes burkinabés, comme le Mali, comme le Niger. Et donc, cette guerre incessante d'une rébellion insaisissable et invisible peut pousser des militaires à faire un pas vers le néant, vers le vide, encore une fois, prendre le pouvoir et voir ensuite. Je me souviens, en 1973, j'étais encore jeune étudiant à Kinshasa, et puis la première délégation du nouveau pouvoir issu du coup d'État de Habyarimana, cette délégation était conduite par l'ancien ministre Nsekalije, qui était colonel ou commandant, ou major peut-être à l'époque. Colonel, je crois, à ce moment-là. Ou major, je ne sais plus. Oui. Et ils nous ont invités à aller donc discuter avec lui chez l'ambassadeur. Nous, tout le groupe des étudiants rwandais à Kinshasa, nous sommes allés le voir et on lui a posé des questions tellement difficiles qu'il a fini par devenir furieux et nous a dit, mais vous les petits, de quoi vous mêlez-vous? Parce qu'on lui demandait, mais on va où avec ce coup d'État? On commençait à s'habituer à la démocratie, aux élections, et encore que ces élections étaient aussi putatives, ce n'était pas vraiment réel. Hein. On n'a pas connu trop d'élections à l'époque de Kayibanda. Et alors, Nsekalije nous a répondu, furieux. Il a dit, écoutez, nous avons pris le pouvoir, nous allons faire ce que nous pouvons et on verra ensuite. Voilà la réponse d'un ministre des Affaires étrangères issu d'un coup d'État. Généralement, quand ils arrivent au pouvoir dans ces conditions-là, ils ne savent pas, ils n'ont pas de programme, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Et je suppose que les jeunes militaires burkinabés n'ont pas tellement de plans de travail, ni de programme, ni de projet de société. Donc, attendons un tout petit peu. Il y aura des pressions sans doute. Mais moi, j'ai tendance aujourd'hui à ne plus supporter, je veux dire, apporter mon support, mon soutien aux initiatives occidentales qui tendent à faire une pression inconséquente. Parce que pour la France, par exemple, lorsqu'on sait que le président français a pris le premier avion pour aller soutenir le fils du président tchadien après son assassinat, et que dans le même temps, la France s'en prend avec une virulence assez spéciale quand même au président issu du coup d'État au Mali, et que la France condamne le coup d'État du Burkina Faso, on se demande si on est toujours dans les mêmes dimensions. On ne peut pas soutenir un coup d'État dans un pays et le critiquer ou le condamner de l'autre. Il faut que ces pays occidentaux soient conséquents. S'ils veulent aider les Africains, qu'ils les respectent et qu'ils coopèrent au lieu de toujours parler d'aide. On n'aide pas quelqu'un en le méprisant ou en voulant lui imposer une politique. Oui, vous avez fait bien justement de soulever ce rôle de la France en Afrique, d'ailleurs, surtout au sein des pays qui étaient colonisés par la France, dans ces anciennes colonies. Même sur la liste dont j'avais parlé, je peux même ajouter la façon dont la France avait soutenu ouvertement, presque ouvertement, les rebelles qui faisaient la guerre en République centrafricaine. Comment ils ont condamné le président élu Touadéra. Ça, vraiment, on peut aussi se poser beaucoup de questions du rôle de la France. Justement, ça m'amène maintenant à aborder le dernier sujet d'aujourd'hui, le sujet justement qui est en relation avec ce que je peux appeler la géopolitique mondiale, justement, pour le moment. Nous sommes en train d'assister à beaucoup d'événements, beaucoup d'éléments qui peuvent nous poser des questions. Ici, nous sommes en train de voir comment, en Ukraine, par exemple, vous l'avez dit, c'est loin de chez nous, d'accord, mais vous allez voir que ça risque d'avoir des retombées ou des mauvaises conséquences sur notre région, notre Afrique et notre région. Nous sommes en train d'assister à un genre de bras de fer entre
d'une part, l'OTAN, donc, oui, tu dis OTAN, disent les États-Unis d'ailleurs, même si du temps du président, allez, non, on échappe, il va venir, où ils avaient donné l'impression qu'il allait se désengager de l'OTAN. Président Trump, Donald Trump. Thank you. Donald Trump. Le nom ne revenait pas. Je ne tombe pas sur le nom. Donc, il donnait l'impression que les États-Unis ne vont plus s'engager physiquement ou militairement auprès de l'Europe. Et d'ailleurs, ça avait poussé certains Européens à chercher à faire un genre d'armée européenne. Il était toujours un échafaudage. Et il y avait aussi l'OTAN qui est toujours là. Mais de l'autre côté, il y a la Russie, et qui parle de la Russie, parle de la Chine qui est derrière. Quand on voit comment ils sont en train vraiment oui, ils sont face à face en Ukraine, les uns disent, si vous attaquez l'Ukraine, nous n'allons pas rester les bras croisés. La Russie dit non, nous, on ne veut pas des bases militaires de l'OTAN en Ukraine, parce que c'est vraiment ça à nos portes. Vraiment, il y a même des préparations vraiment ouvertes. Il y a des navires de guerre qui sont en train de se rapprocher, et des préparations des avions militaires. On se demande où on va finir, où est-ce qu'on va en arriver avec cette crise d'Ukraine. Mais ça me fait penser justement à cette géopolitique globale dans notre monde. Quand on voit la lutte qu'il y a entre, d'une part, les États-Unis justement, et le monde occidental en général, et la Russie et la Chine en Afrique, justement, ça va nous ramener justement tout près de chez nous en RDC, où on voit vraiment les deux influences qui sont en train de s'affronter carrément, et on se demande où va le monde, j'allais dire ça. Est-ce qu'on risque d'avoir une crise, voire même une guerre ici en Europe? Est-ce qu'en Afrique, cette lutte d'influence où est-ce qu'on va en arriver? Parce que nous sommes en train d'assister vraiment, surtout les pays de l'Europe, de l'Afrique occidentale, sont en train vraiment de se défaire de la France, mais au profit de la Russie. Est-ce que c'est le mieux? Est-ce que c'est... Voilà. Vraiment, j'aimerais que vous fassiez un genre d'analyse globale sur cette géopolitique mondiale, monsieur l'ambassadeur. Écoutez, c'est un dossier très, très compliqué. Ce n'est pas ma région de prédilection en termes d'analyse et de suivi géopolitique, mais je vais m'essayer quand même je vais m'y mettre. C'est une tâche pas facile, mais après tout, je suis en France et donc en Europe. Et j'essaie de suivre au quotidien l'actualité. Voilà, je vais parler de 3 éléments importants. Pour moi, la guerre froide, c'est fini. La guerre froide de l'époque, je veux dire. Oui. Là, on risque d'entrer dans une guerre bien chaude. Oui. Chaude parce que entre la Russie et les Américains, il y a des points de friction que nous ne maîtrisons d'ailleurs pas. On ne peut pas prétendre, même les chefs d'État européens, je pense, ne connaissent pas trop ce qu'il y a derrière cet acharnement des Américains à vouloir réduire le président Poutine à un second rôle. Moi, je pense qu'il ne faut pas jouer avec la Russie. La Russie est une grande nation, c'est une puissance, y compris même après la destruction de l'Union soviétique. La Russie est restée la Russie. Oui, je voyais justement, c'est pas plus tard que hier ou avant-hier, où le conseiller militaire ou un des conseillers militaires en Allemagne avait dit, vraiment, la Russie ne demande pas, Poutine ne demande qu'une chose, qu'on le respecte. C'est exactement cela. Il avait dit ça ouvertement, et d'ailleurs, ça lui a coûté cher parce que il y a des gens qui sont levés contre lui et il a dû démissionner, mais il a expliqué. Il a démissionné parce que qu'on arrête de le traiter comme moins que rien. Non, là, il se trompe lourdement. Les Européens, ceux des Européens qui pensent que Poutine est un petit enfant qu'on peut maltraiter, qu'on peut jouer avec lui, ils se trompent. Je ne suis pas un fan
du président Poutine, mais je suis réaliste et j'observe. J'observe ce chef d'État qui marche droit, qui ne parle pas beaucoup, qui parle quand il le faut, et avec beaucoup de mimétisme d'ailleurs. Ce président, il est un peu secret. C'est un homme du KGB qui a été fabriqué pour diriger la Russie, formaté, et il dirige son pays avec beaucoup de doigté, je pense. Et rappelez-vous ce qu'il a fait avec son ancien Premier ministre, hein, qui, après, il lui a cédé la place, il est revenu, et maintenant il est président probablement pour longtemps. Mais à côté de ça, c'est quand même une puissance nucléaire, la Russie. Au même titre que les États-Unis, au même titre que la France, au même titre que l'Angleterre. Mais la Russie est une grande puissance, aussi bien en termes de technologie moderne qu'en termes même de stabilité économique. Il faut savoir qu'un pays comme l'Allemagne dépend beaucoup de la Russie pour son alimentation en gaz, pour plusieurs éléments. Et puis, c'est un voisin. La Russie est le voisin immédiat des pays européens. Il faut le savoir, alors que les États-Unis se trouvent à des milliers de kilomètres. La Russie n'a jamais été en guerre contre les Européens de l'Ouest. Enfin, quand je parle de guerre, je parle des guerres modernes, des guerres du siècle dernier. La Russie n'a pas fait la guerre aux Occidentaux, en réalité, sauf à travers des zones où leurs intérêts s'opposaient, mais pas directement. Les États-Unis se trouvent à des milliers de kilomètres. Au début, à l'introduction de ce sujet, vous avez effectivement insisté sur la politique de Donald Trump à l'égard de l'Europe. Il le disait clairement, il disait « America first ». Donc, les États-Unis comptaient, et puis les Européens, l'OTAN, en fait, venaient en dernier. Aujourd'hui, avec Biden, il a repris la diplomatie classique des États-Unis, hein, depuis l'époque de Kennedy, depuis la Deuxième Guerre mondiale, en fait, qui fait qu'il y a une solidarité à toute épreuve entre les États-Unis et les pays européens de l'Ouest contre la Russie. Mais je pense que les Européens ne sont pas naïfs et ne sont pas fous. Personnellement, je peux parier que la France n'acceptera pas d'envoyer des soldats mourir pour l'Ukraine. L'Allemagne encore moins. Le seul qui parle beaucoup aujourd'hui, probablement parce qu'il a des problèmes personnels, c'est le Premier ministre britannique. Et les autres Européens observent. Biden a parlé d'une réunion où tout le monde était unanime pour condamner, oui, c'est vrai, mais pas jusqu'à la guerre. Et de toute façon, le président Biden lui-même, je suppose qu'il ne veut pas entrer en guerre contre la Russie. Nous qui vivons dans cette région, qui vivons en Europe, nous ne souhaiterions pas voir nos pays entrer en guerre une fois encore, après 60 ans, je pense, entrer en guerre contre la deuxième puissance militaire mondiale. Et vous l'avez souligné aussi, derrière la Russie, il y a probablement la Chine et d'autres pays. Qui sait ce que l'Inde ferait s'il y avait conflit entre la Russie et les Occidentaux? Les pays africains, déjà que la Russie est confrontée à la France dans certains pays africains, parce qu'il y a l'affaire de ce qu'on appelle les mercenaires. Mais en parlant de mercenaires, il y a des mercenaires de toutes origines, hein, ça c'est sûr. Hein. Il y a des mercenaires de toutes origines dans les pays africains. En Centrafrique, il y a des mercenaires envoyés par le Rwanda, hein, même si c'est une partie de l'armée nationale, mais ils travaillent comme des missionnaires, ils sont payés comme des mercenaires. Donc, là aussi, je pense qu'on doit… Là, on doit préciser parce qu'au Rwanda, il y a en fait deux genres de militaires. En fait. Il y a des militaires qui sont sous la bannière onusienne, donc qui sont à la mission de l'ONU, mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres militaires qui sont venus après, sur base d'un accord entre Touadéra et Kagame, qui, ceux-là,
ne sont pas, d'abord, on ne sait même pas combien, on parle de milliers, 2000, 3000, on ne sait pas combien, mais ils sont là vraiment pas du tout sous la dépendance de l'ONU, non. Ils sont là, moi, je peux dire que ce sont des mercenaires, comme vous avez dit. Je ne sais pas si c'est de cela que vous parlez, monsieur l'ambassadeur. C'est de cela que je parlais, mais c'était une façon de comparer les deux situations. Oui, Je évidemment. pense tout simplement que l'Europe ne sera jamais unanime sur la question de la Russie. L'Allemagne ne soutiendra pas l'initiative si jamais des pays comme la France, l'Angleterre, la Grande-Bretagne, l'Italie et d'autres décidaient d'entrer en guerre contre la Russie. Ce serait assez dramatique pour qu'on n'y pense même pas. Ce serait trop dramatique. Là, Paris est aux portes de Moscou. Hein. Vous savez, en termes d'armes nucléaires, c'est quelques secondes et on est tous emportés. Donc, pour l'Ukraine, et de toute façon, la Russie n'a jamais déclaré qu'elle allait entrer en Ukraine, faire la guerre, mais elle prend ses précautions en disant, si les Américains et les autres membres de l'OTAN insistent pour venir s'installer à mes portes, parce que c'est bien cela, si l'Ukraine devient membre de l'OTAN, en termes géopolitiques, ça veut dire c'est de la provocation. C'est de la provocation. Même si on parle de souveraineté internationale, d'accord. Mais c'est comme si Moscou venait installer des... Si la France s'oppose à l'envoi de troupes russes au Mali, pourquoi la Russie accepterait que des militaires de l'OTAN viennent stationner en Ukraine, à ses portes, voyez-vous. Donc, si on pouvait essayer d'appliquer les mêmes règles à tout le monde, ce serait déjà une bonne chose. Mais là, ce que je dis, c'est ma petite analyse. Hein, je ne prends pas parti. Je ne suis pas une autorité de quelque gouvernement que ce soit, mais je pense que la prudence devrait s'imposer à nos gouvernements, surtout lorsqu'on parle de la Russie et de Poutine. Il y a d'autres dictatures qui sont soutenues à bout de bras par les pays occidentaux. Lorsqu'on voit comment la France soutient le général Paul Kagame, qui est quand même un criminel connu de tous, qui a commis des génocides dans cette région et qui continue, les Banyamulenge du Congo, l'accuse aujourd'hui d'être en train de les assassiner, de les génocider, comme on dit dans notre région. Et je pense qu'ils n'ont pas totalement tort. Mais quand il arrive à Paris, le président Kagame, il est reçu comme un homme providentiel, c'est un ami de la France, c'est un ami du président Macron, c'est un ami je ne cite pas les noms, mais tout le monde se précipite à Kigali pour essayer d'entrer dans les grâces de Kagame. Alors là aussi, c'est deux poids deux mesures. Moi, je pense que les militaires qui ont pris le pouvoir à Bamako ou à Ouagadougou sont préférables. Au moins, on ne peut pas les accuser de crimes comme ceux dont on peut accuser Paul Kagame. Or, les pays occidentaux qui nous enseignent la démocratie, qui nous enseignent un tas de valeurs, eh bien, ils soutiennent Paul Kagame qui a commis des génocides et qui continue de tuer, de malmener son peuple. Ça, c'est bizarre. Et c'est cela que les Africains devraient peut-être faire. Hein. Le panafricanisme, ce n'est pas la protection des criminels. Ce n'est pas la protection des génocidaires. Le panafricanisme, c'est essayer, tant que cela est possible, au moins de militer pour la paix. La démocratie après, mais la paix d'abord. Sans la paix, il n'y aura pas de démocratie en Afrique. C'est pourquoi il y a des coups d'État, parce que les pays qui étaient déjà sur la bonne voie, vous savez, la société civile burkinabé, comme vous l'avez si bien dit, avait contribué à faire partir Compaoré. Et aujourd'hui, elle applaudit le nouveau président, qui est issu d'un coup d'État. Pourquoi? Parce qu'il y en a marre. C'est ça qui est sur les pancartes sorties par les membres de la société civile. Il y en a marre. Il faut que Roch parte, que vienne un militaire. Et d'ailleurs, en disant qu'il faut que l'Europe parte, j'ai vu quelque part, mais je dois vérifier cette information, comme quoi le Mali aurait carrément rompu toutes les relations diplomatiques avec la France. Non, c'est un fake.
Ça doit être un fake, mais Non, 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 ça, je vous on nous confirme que demande, oui, attends, mais je vous le confirme, le même FEC annonçait que le Mali abandonnait le français au profit du Bambara, je crois, que bon, oui. ceci, que cela. Non, non, le Mali, vous savez, c'est des pays où les gens sont sages. Oui. J'espère justement qu'on ne va pas en arriver là, justement, parce qu'il y a beaucoup de voix d'Africains qui s'élèvent pour dire qu'il y en a marre, comme vous dites, avec la France, avec le franc CFA, avec tout ce qui relève de la néocolonisation, carrément, osons le mot, de la néocolonisation française en Afrique. Mais j'espère que vraiment, on va trouver assez de prudence et assez de persévérance et assez de perspicacité, c'est le mot que je cherchais, pour vraiment pouvoir naviguer entre les intérêts occidentaux, parce que nous ne nous laissons pas d'illusions. Les Occidentaux ne vont pas abandonner les minerais qu'ils prennent chez nous, les richesses qu'ils prennent chez nous, le pétrole, les minerais, les différents minerais dont ils ont besoin justement pour faire leurs armes. Ils ne vont pas les abandonner comme ça, non. Mais il faut vraiment trouver des dirigeants africains du moins les vrais panafricanistes, qui arriveront à ménager le chou et la chèvre, si je peux ainsi m'exprimer, à vraiment aménager les intérêts des occidentaux, parce qu'ils ne vont pas les abandonner, mais aussi et surtout les intérêts des Africains, de la population africaine. C'est ça, vraiment, j'aimerais bien voir que si on est dans cette géopolitique mondiale, vraiment, j'espère qu'il y aura vraiment des Africains, des dirigeants africains qui seront assez perspicaces pour vraiment arriver à ménager les deux intérêts. Et vraiment, je vous donnerai 1 ou 2 minutes vraiment pour le mot de conclusion de notre émission d'aujourd'hui, monsieur l'ambassadeur, pour qu'on passe à la langue nationale du Rwanda. Le dernier mot que j'ai, c'est de m'adresser aux autorités de nos frères du Burkina Faso. Ceux qui viennent de prendre le pouvoir, qu'ils démontrent et qu'ils montrent une fois encore que le Burkina est un pays qui a toujours été caractérisé par la sagesse. Et le nom de ce pays, parce que ça ne s'est pas toujours appelé Burkina Faso, c'est le pays des hommes intègres. Je souhaiterais que les jeunes militaires qui viennent de prendre le pouvoir, parce qu'ils sont jeunes, hein, 41 ans pour le président, je pense, c'est l'âge de mon fils aîné, donc c'est vraiment le bel âge pour pouvoir prendre les choses en main. Mais il serait souhaitable que l'on revienne très, très rapidement à une situation normale, c'est-à-dire qu'il y ait des élections après une brève transition, que ce ne soit pas une transition de 10 ans, parce que ce qui s'est passé à l'époque de Sankara ou de Compaoré peut se reproduire avec les nouvelles autorités. Donc, qu'elles soient sages et intègres, qu'elles respectent les promesses, que ces jeunes militaires respectent les promesses qu'ils sont en train de faire à la population, parce que autrement, la population va les balayer une nouvelle fois. Les Burkinabés, ce n'est pas des moutons. C'est un peuple très, 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 très fort en termes de résistance. Et vraiment, j'ose espérer que le Burkina va administrer une bonne leçon aux autres pays africains. Moi, je ne suis pas, par principe, opposé à toute forme de changement par un coup d'État. Il y a des fois où ça peut s'imposer. Dans des pays marqués par la violence, où les autorités tuent les populations, où les autorités font disparaître les populations, où les populations violent au quotidien les droits des citoyens, il peut être normal qu'un groupe de militaires, comme Sankara l'avait fait à l'époque, prenne le pouvoir pour corriger les choses. Il peut sembler nécessaire, voire utile, que les choses changent par un coup d'État, comme Rawlings l'avait fait, même si lorsqu'il a pris le pouvoir au Ghana, il y a eu beaucoup de victimes, mais ensuite il a corrigé le tir et il a laissé un pays prospère, démocratique, qui est aujourd'hui un modèle pour toute l'Afrique. C'est le dernier mot que j'avais à dire et je vous remercie. Je vous remercie, monsieur l'ambassadeur. Il ne reste plus qu'à vous fixer des rendez-vous pour mardi prochain. Et merci pour toutes les idées que vous nous avez données, tous les éclaircissements que vous avez apportés. Et je vous souhaite alors bonne soirée chez vous et à mardi prochain.
Merci beaucoup et à très bientôt, frère Célestin. Merci. Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation?